Bonjour, je vous envoie ce petit message depuis la Haute-Savoie. Je suis Christelle Casparian et enseignante en CM2 dans une classe de CM2 en Haute-Savoie, tout près de Genève, dans la commune d'Archamps. Par cette vidéo, je vais essayer de répondre à l'invitation de Leila Ben Slimane que j'ai rencontrée à l'occasion d'un projet entre mon école à Archamps et l'école de Chib à côté de Marrakech, école dont elle s'occupe depuis plusieurs années. Je la remercie pour la confiance qu'elle m'accorde et de son invitation et je vais essayer de répondre au mieux à sa demande qui était de vous parler des projets de classe. Alors, je vais déjà partager mon écran pour que vous puissiez voir le diaporama. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Voilà, donc là, vous voyez une vue du Salève, qui est la montagne que l'on voit depuis l'école. Et donc, l'objectif est de vous parler des différentes étapes que l'on retrouve dans la démarche de projet de classe. Et j'essaierai d'illustrer mes propos en utilisant des exemples que j'ai pu vivre dans mes classes des dernières années. Je précise avant de commencer que tout ce travail est plutôt adapté aux élèves de primaire âgés entre 8 et 10 ans. Bien sûr, c'est des choses qu'on peut adapter pour des élèves plus jeunes ou un peu plus âgés, mais c'est là que j'ai le plus, dans cette tranche d'âge, que j'ai le plus d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'un projet de classe? C'est important de bien définir ce que c'est pour être d'accord sur les termes. Je dirais que c'est un processus dans lequel vont s'engager les élèves et l'enseignant. Éventuellement, s'ajoutent des personnes extérieures à la classe et toute cette communauté, élèves, enseignants, ressources extérieures, personnes extérieures, vont avoir un objectif à atteindre en commun. Alors, ces objectifs peuvent être très variés, on va voir des différents exemples. L'intérêt de travailler sous forme de projet est d'abord de motiver les élèves dans leurs apprentissages parce qu'ils vont donner du sens à ce qu'ils vont apprendre puisque toutes les activités qui vont découler de ce projet auront un objectif qui sera clair pour eux, qui sera concret et vers lequel ils essaieront d'aller tous ensemble pour atteindre cet objectif. Donc, évidemment, on met tout de suite le doigt sur le fait que les projets de classe impliquent une grande coopération entre les élèves et entre les élèves et les enseignants. Donc, je dirais pour commencer qu'on peut proposer 3 mots-clés pour un projet de classe. C'est un objectif qu'on a en commun. Ça doit activer la motivation des élèves dans leurs apprentissages et favoriser tout un travail de coopération. Alors, à quoi répond un projet de classe? Tout d'abord, bien sûr, il répond à des contraintes institutionnelles, il s'inscrit dans un cadre, les programmes, et il permettra de développer certaines compétences qui sont demandées par ce cadre. Il répond aussi aux besoins de la classe et de ses élèves. Par exemple, actuellement, nous venons d'emménager dans une nouvelle école et donc les élèves ont besoin de s'approprier les lieux. Et à cette occasion, nous avons démarré un projet autour de l'aménagement de la cour et de la création d'un jardin qui implique plusieurs classes et qui demande un travail de coopération et de discussion important. Le projet de classe répond aussi à des éléments qu'aura choisi l'enseignant, des éléments que l'enseignant veut mettre en avant au cours de l'année ou au cours de la période considérée par le projet. Un projet de classe, ce n'est pas forcément un projet qui dure toute l'année, c'est généralement au moins quelques semaines, voire quelques mois. L'enseignant choisit ce qu'il veut mettre en priorité dans ses apprentissages pendant cette période et à travers ce projet. Et puis, de façon plus personnelle, il me semble qu'un projet est souvent l'occasion de faire un lien avec l'extérieur de l'école. Pour moi, c'est important que l'école ne soit pas un monde clos, mais qu'il soit ouvert vers l'extérieur. C'est important de former des élèves curieux, ouverts sur le monde, qui peuvent, à leur échelle, bien sûr, avoir un esprit critique sur ce qui se passe en dehors de l'école. Et donc, il est important d'être à l'écoute des personnes qui peuvent nous aider, nous entourer, nous apporter leurs compétences pour pouvoir enrichir le projet. Toujours dans l'exemple du jardin, de l'aménagement du jardin et de la cour de la nouvelle école, eh bien, on va faire intervenir un agriculteur, une personne spécialisée dans la technique de permaculture et qui va conseiller les enfants sur les plantations à faire, sur la façon dont on va organiser le jardin pour qu'il accueille, c'est un de nos objectifs, le maximum de biodiversité.
Alors, pour illustrer cette première partie, je reviens sur l'expérience que l'on a vécue il y a quelques années avec l'école de Chib. On est parti sur un travail autour des contes avec comme objectif de découvrir cette littérature, et puis, on est parti sur les contes de Nasreddin en particulier. Donc, on voulait faire découvrir aux enfants cette littérature et puis tout un travail autour de la mise en voix de ces contes-là. Et donc, on a fait appel à un conteur pour préparer un spectacle en fin d'année. C'est greffé sur ce projet à une correspondance avec l'école de Chib. Donc là, vous voyez là quelques échanges épistolaires qui ont été faits entre les deux classes, à Archamps en haut et puis à Chib en bas. Ça a été l'occasion, bien sûr, de découvrir les cultures, de découvrir mutuellement les cultures des uns et des autres. Ça a été aussi l'occasion d'enrichir tout ce qu'on avait pu voir en faisant des recherches sur le Maroc et sur le bassin méditerranéen de façon plus générale, pour illustrer et comprendre mieux les contes de Nasreddin qu'on avait lus par ailleurs. Tout ce travail-là, il a été fait, donc je vous ai parlé du conteur, mais il y a aussi l'intervention de Leila Ben Slimane qui faisait le lien avec l'école. On était bien sûr en contact avec l'enseignant de la classe avec qui on était en lien. Et puis, on avait aussi dans ce projet une famille de notre école qui, par des liens familiaux, bien s'est retrouvée, a pu visiter l'école de Chib, a pu rencontrer les gens sur place. Et évidemment, c'était l'occasion d'enrichir les échanges et les contacts. Et c'est des souvenirs tout à fait marquants quand on se rappelle cette venue de nos élèves dans l'école. Bien sûr, on n'a pas pu tous y aller, mais au moins, ils étaient ambassadeurs de notre école et ça a apporté beaucoup de choses pour la réussite du projet. Donc, voilà le cadre général de la définition d'un projet. Comment on va s'y prendre pour construire ce projet? Alors, d'abord, il y a une phase de recherche d'idées. On brasse les idées, on cherche, on fait un peu de recherche documentaire pour savoir ce qui serait faisable. On se fixe nos priorités pédagogiques. On peut échanger avec des personnes ressources extérieures et entre collègues. C'est aussi très important de pouvoir échanger entre collègues. Il peut y avoir des projets qui impliquent plusieurs classes, bien sûr, ou qui s'enrichissent mutuellement les uns et les autres. Et puis après, on va avoir une phase d'écriture de ce projet. Dans la phase d'écriture, il va falloir quand même assez rapidement formaliser les objectifs pédagogiques qu'on va se fixer, des compétences on veut développer, ce qu'on veut apprendre aux élèves, quels sujets on souhaite aborder. Et bien sûr, on ne se limitera pas à une discipline, mais ça peut regrouper la littérature, les sciences, l'écriture, mathématiques, disciplines artistiques. Tout cela peut s'enrichir mutuellement. Toutes ces approches peuvent s'enrichir pour constituer le projet. Dans un deuxième temps, il faudra écrire encore une fois les contraintes du projet, c'est-à-dire plutôt en termes de calendrier, à quelle date on commence, quelles vont être nos différentes étapes, à quelle date on va terminer ce projet, les effectifs bien sûr qui sont impliqués, ça c'est la moindre des choses, et puis les ressources dont on dispose. Est-ce qu'il va falloir aller à la recherche de certaines choses ou est-ce qu'on a déjà beaucoup de choses à notre disposition pour construire ce projet? Ensuite, on essaiera d'écrire les différentes étapes. Alors là, pas en détail, mais on veut obtenir les grandes lignes du déroulement du projet. Donc, il va falloir écrire ces différentes étapes avec des dates, des objectifs pour chacune de ces étapes, les ressources dont on aura besoin. Et puis, on n'oubliera pas à chaque étape de préciser l'implication des enfants. Évidemment, ils ne vont pas tout décider, le cadre est fixé par l'enseignant, mais c'est important dans ce type de démarche, dans ce type de pédagogie, d'impliquer les enfants pour qu'ils y voient, comme on l'a dit, une motivation supplémentaire pour s'impliquer dans ce projet et puis pour qu'ils sachent où ils vont, pourquoi ils apprennent ça, quels sont les tenants et les aboutissants de leurs apprentissages. Et puis éventuellement, ça dépendra un peu du projet, on pourra écrire un budget qui correspond aux différentes étapes et, si besoin, rechercher des financements supplémentaires s'il y en a besoin. Alors, je vous montre là un exemple du projet de jardin sur lequel on est en train de travailler. C'est encore à l'état un peu d'ébauche, mais on a précisé le lieu, les classes impliquées, nos objectifs pédagogiques à nous, enseignants.
On a précisé les contraintes sur les prévisions du jardin. Il va falloir que, par exemple, il va falloir qu'il puisse durer. On ne plante pas quelque chose pour récolter tout à la fin de l'année, puis après plus rien. Non, il va falloir qu'il dure. On a des contraintes techniques. On ne va pas de certaines plantes. Ensuite, on fixe des choses. Surtout là, c'est important de le faire parce que ça implique plusieurs classes sur le fonctionnement du jardin, comment il va être créé, quel va être le rôle du permaculteur, quel va être le rôle des enfants dans la création, la plantation et l'entretien du jardin. Et puis, on peut aussi déjà réfléchir, là ça s'y prête bien, sur l'évolution de ce projet, comment, là on va le réaliser cette année, mais c'est quelque chose qui est amené à durer, donc comment on va garder une trace de ce qu'on a fait, comment on va le faire évoluer après par la suite. Donc ça, c'est les grandes étapes qui sont en train de se mettre en place. Un autre exemple, eh bien, c'était quelque chose, un document plus ancien que j'ai retrouvé à propos justement de cet échange entre Archamp et l'école de Chib, où on avait fixé mois par mois ce que les uns et les autres devaient faire, comment on avançait dans la découverte des comptes, comment on avançait dans la correspondance et comment on faisait le lien entre les deux écoles, bien sûr, et comment on aboutissait à quelque chose pour clôturer ce projet en fin d'année. Une fois que le projet pédagogique est écrit, il va falloir bien sûr le mettre en œuvre. Alors là, c'est quelque chose d'un peu plus classique. On va écrire les différentes séquences d'enseignement dans chacune des disciplines. On écrira l'objectif de chaque séance. On essaiera bien sûr de varier les modalités de travail, parfois individuelles, parfois collectives, parfois en petits groupes. On veillera aussi pendant ces séquences d'enseignement à prévoir des temps où on fera le point sur l'avancement du projet pour garder la motivation des élèves, on en reparlera. On prévoira bien sûr le matériel, tout ce qui est concret pour que chaque étape puisse être mise en place correctement. À ce moment-là aussi du projet, on aura en tête de bien écrire à l'avance les critères d'évaluation de l'avancée du projet et de façon collective, et l'avancée de chacun des élèves dans l'acquisition des connaissances que l'on voudrait faire passer à travers ce projet. On évaluera donc les progrès de chacun, aussi bien en termes d'apprentissage à proprement parler, mais aussi en termes de capacité de travailler en groupe. On reviendra un petit peu plus tard là-dessus. C'est quelque chose qui apparaît très souvent dans la démarche de projet et c'est quelque chose de difficile qu'il faut anticiper et c'est quelque chose dans laquelle on voit aussi les enfants progresser, pas simplement dans ce qu'ils ont appris à proprement parler. Dans la mise en œuvre de projet, une fois qu'on a écrit ces séances d'enseignement, j'attire l'attention sur 2 ou 3 points. Le premier est l'importance du lancement du projet. On doit bien, il me semble, préparer cette séance de lancement où les objectifs pour les élèves doivent être très clairs, ils doivent savoir où ils vont. On doit aussi montrer un certain enthousiasme pour expliquer ce projet, pour leur transmettre cet enthousiasme, expliquer ce qu'on va découvrir avec eux. Moi, je me mets souvent dans le... C'est pas moi qui fais le projet pour eux, mais c'est moi avec eux. Donc, ensemble, on va découvrir un certain nombre de choses. Ensemble, on va aller vers une réalisation finale. S'il y en a une, souvent il y en a une, pas toujours, mais on va y aller ensemble. Leur expliquer cette réalisation finale, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on va avoir comme objectif en commun, expliquer les grandes lignes du projet, sans trop de détails, mais au moins qu'ils aient quelques repères sur le planning et sur la façon dont ça va se dérouler. C'est important qu'ils aient des repères au départ et que ces repères soient repris régulièrement pour montrer qu'on avance dans notre projet, pour maintenir l'implication des élèves et puis leur motivation. Et puis éventuellement, il peut y avoir des ajustements qui sont faits s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné exactement comme on l'attendait. Mais ce n'est pas grave, on travaille avec eux, on voit ce qu'on peut améliorer, changer avec eux pour atteindre finalement l'objectif qu'on s'est fixé en commun. Ça, donc, premier point, l'importance du lancement du projet. Le deuxième point, ça serait, dans la mise en œuvre du projet, toujours, ça serait sur la part de créativité des enfants. Dans ce genre de démarche, on ne sait pas toujours à l'avance exactement tout ce qui va se passer parce qu'on aime bien laisser un peu de créativité, de liberté aux enfants. Et il faut oser se laisser surprendre par leurs réactions, leur créativité, leur imagination, leurs questions, leur intérêt pour peut-être
appuyer ou approfondir un point auquel on n'aurait pas forcément pensé au départ, mais qui les intéresse particulièrement ou qui fait sens pour eux. Et donc, c'est intéressant de se remettre en question régulièrement au cours du projet pour répondre directement à leurs questionnements, être à l'écoute de leurs questionnements. Alors là, j'ai un exemple. On a travaillé cette année sur un projet en sciences autour d'un être vivant un peu particulier qu'on appelle le blob, qui est un peu un cousin des champignons. Et donc, dans ce projet, on avait tout un travail de découverte de cet être vivant qui vit dans les forêts. Et puis, on a terminé par une série d'expériences. On a eu ce blob qu'on a pu mettre en culture dans notre classe et puis faire des expériences avec cet individu. Ce n'est pas vraiment un animal ni un végétal, hein, je ne peux pas dire autre chose, cet être vivant. Et on les a laissés inventer leur expérience. Donc là, évidemment, on ne savait pas très bien où on allait. On avait donné un certain cadre par rapport au matériel dont on disposait, mais c'était eux qui inventaient leurs expériences. Donc là, il faut oser se laisser se guider par leurs questions, par leurs envies, tant qu'on reste dans nos objectifs. Mon objectif principal était bien sûr de travailler sur la démarche scientifique, mais ça n'empêche pas qu'on peut se laisser un peu guider par certaines de leurs questionnements, un peu à côté, si c'est des choses qui les motivent et qui restent quand même dans le cadre dans lequel on s'est fixé au départ. Le troisième point sur lequel je voulais insister sur la mise en œuvre du projet, c'est ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, c'était la coopération entre les élèves. C'est un point qui me semble important. Et ça ne se fait pas tout seul, hein, ça ne s'invente pas, ce n'est pas forcément inné chez les enfants, chez les élèves de coopérer. Donc, il faut leur donner des outils pour travailler en groupe. Alors, ça se travaille, ça s'explique, les avantages, les inconvénients qu'on peut trouver à travailler en groupe, comment on peut se répartir les rôles quand on travaille en petits groupes. Et puis, tout ça en favorisant l'entraide entre les enfants, en favorisant aussi la mise en valeur de leur progrès, en ayant une attitude bienveillante, parce que chacun ne va pas forcément réagir de la même façon. C'est une compétence de savoir-être qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre chez les jeunes élèves. Donc, ça va être aussi à nous de les accompagner dans cette démarche. Donc, je dirais vraiment dans cette coopération entre les élèves, à développer l'entraide entre les enfants, des outils parce qu'ils ne peuvent pas inventer tout seuls. C'est à nous de leur fournir des outils pour travailler en groupe et puis garder un esprit de bienveillance pour favoriser ce travail en groupe le mieux possible. Une fois que le projet a été mis en place, il faut le conclure. Alors ça, c'est généralement quelque chose qui est prévu à l'avance. Ça se fait sous forme de spectacle, sous forme de vidéo, sous forme d'exposition, sous forme de rencontres avec les familles. Ça peut avoir des aspects tout à fait variés, un livre, voilà. Il me semble qu'en tout cas, ça doit être un moment relativement festif. Les enfants doivent être fiers de ce qu'ils ont réalisé. Et c'est le moment de mettre en valeur les apprentissages, aussi bien leurs apprentissages que leur implication et que leur réalisation. C'est quelque chose qui doit rester positif. Ce n'est pas, à mon avis, le moment d'une évaluation individuelle. C'est par contre le bon moment pour faire un bilan collectif avec les enfants, leur demander de verbaliser ce qu'ils ont appris, ce qu'ils aimeraient garder comme souvenir de ce projet, pourquoi c'était important, comment ils ont évolué, ce qu'ils ont découvert à travers ce projet. Ça, c'est une démarche intéressante. Donc, collectivement avec les enfants. Et puis, un bilan aussi, ça mérite un bilan un peu plus personnel de la part de l'enseignant. Qu'est-ce qui a fonctionné dans mon projet? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Eh bien, ça nous permet aussi d'avancer de projet en projet pour essayer de progresser dans notre pédagogie et notre façon de mettre en place et d'animer ce type de projet. Alors, pour conclure de façon un petit peu plus personnelle, il me semble pour qu'un projet de classe soit motivant pour les élèves, il doit d'abord être motivant pour l'enseignant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un projet motivant pour l'enseignant? C'est bien sûr un projet qui répond à des objectifs qui nous paraissent importants. Et en même temps, pour moi, c'est aussi me mettre dans la position de celui qui découvre, qui apprend, qui découvre de nouvelles choses et qui a plaisir à faire ce travail. Voilà. J'espère que ces quelques repères vous aideront à bâtir
de beaux projets et à faire grandir vos élèves. Et je vous souhaite de belles découvertes et de belles réussites pédagogiques.